Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer donc le cours sur le chapitre 10, mouvement dans un champ uniforme. Ce cours va être fait en deux parties. Une première partie qui concerne le champ de pesanteur uniforme, et c'est directement relié au TP en fait que certains d'entre vous ont fait en classe, et dont vous trouverez également la vidéo déjà en ligne. Et ensuite une deuxième partie où on sera en fait dans le champ électrique. Alors, l'idée donc, c'est d'expliquer dans le champ de pesanteur quel est le mouvement d'un objet quand il est lancé, quand il est notamment soumis à son propre poids. Pour ça, en fait, on va faire une étude mécanique, un travail que l'on a déjà fait plusieurs fois. Vous allez voir, hein, ça va aller assez vite sur la première partie pour arriver à la fin à l'accélération de notre objet. L'idée derrière, ça va être d'utiliser cette accélération pour pouvoir déterminer sa vitesse et sa position à chaque instant. C'est ce qu'on appelle en fait les équations horaires du mouvement, pour retrouver ensuite l'équation cartésienne. Donc, on est donc bien dans un champ de pesanteur qui est dit uniforme. Uniforme, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, en tout point de l'espace, le vecteur est constant, que ce soit en termes de normes, mais également en termes de direction et de sens. C'est notamment le cas quand on est dans un cube d'environ 1 km d'arête au voisinage de la Terre. C'est-à-dire, tant que vous êtes à une altitude inférieure à 1 km, on va pouvoir considérer que le champ de pesanteur petit g est constant. Au-delà d'1 km d'altitude, par contre, là, les valeurs commencent vraiment à changer, et donc cette étude sera plus valable. L'étude mécanique, vous voyez, hein, c'est directement relié avec le TP, étude de la chute libre dans le champ de pesanteur uniforme. Pour étudier le mouvement, on doit faire son étude mécanique, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein. On définit le système, on définit le référentiel, on définit le repère lié au référentiel, le bilan des forces extérieures qui agissent sur ce système, pour ensuite appliquer la seconde loi de Newton, ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. Donc ça va aller assez vite, on vous dit, hein. Dans l'exemple, prendre le cas de la chute d'un projectile lancé dans le champ de pesanteur uniforme, on considérera en fait que notre projectile a une masse constante, ce qui va nous simplifier un petit peu notre travail. Donc ici, le système étudié, c'est le projectile de masse m constante. Le référentiel d'étude, on est en fait ici a priori dans le référentiel terrestre, vu que l'énoncé ne nous donne pas d'indication différente. Donc on va se placer dans le référentiel terrestre. Ce référentiel terrestre qu'on va considérer comme étant galiléen. Revoyez dans votre cours ce que ça signifie. Ça a été vu dans le chapitre précédent sur les outils de la mécanique. Le repère d'étude, ici on va se placer dans un repère cartésien, c'est-à-dire un repère orthonormé OX, OY. Avec OX qui sera donc l'axe horizontal et OY l'axe vertical, comme on a pu l'utiliser dans le TP sur la chute libre. Le bilan des forces extérieures appliquées au système. Alors là, ça va dépendre un petit peu de l'énoncé. Là, on va se placer dans le cas le plus simple, c'est-à-dire l'objet n'est soumis qu'à son propre poids. Donc ici, on va voir le poids de l'objet, P. On va quand même signaler les autres forces dont on pourrait avoir besoin dans ce genre d'études, mais qui ici vont être négligeables. Les frottements, notamment frottement de l'air ici, hein, puisque l'objet est lancé dans l'air. Ça pourrait être aussi, si on fait l'étude dans l'eau ou dans un autre milieu, là par contre ces frottements ne seront pas négligeables, mais ici les frottements de l'air sont négligeables. Pareil, hein, comme on est dans un fluide, on a normalement à tenir compte de la poussée d'Archimède, mais comme on est sur un solide jeté dans l'air, là aussi ces deux forces sont négligeables. Donc du coup, la seule force qui va nous intéresser, c'est le poids de notre objet. Et donc, on va pouvoir passer au PFD, le principe fondamental de la dynamique. Ça, on l'a déjà fait également dans le cours, hein. On est dans le cas le plus simple. Je rappelle, somme vectorielle des forces extérieures égale, alors soit on écrit la loi directement telle qu'on la connaît dans sa définition générale, c'est-à-dire d de P, où P en fait est la quantité de mouvement sur dt. Mais ici, on va pouvoir simplifier en masse fois le vecteur accélération, parce que cette masse est constante.
rappelle que si la masse n'est pas constante, on est obligé de reprendre cette forme-là et qu'on doit développer. Donc là, on va pouvoir directement utiliser cette relation-là. L'idée, c'est de simplifier. Qu'en fait, quand on regarde ici, somme vectorielle des forces extérieures, on n'en a qu'une, c'est le poids. Donc ici, le poids est égal à la masse fois le vecteur accélération. Le poids, on sait qu'en réalité, il s'exprime masse fois l'intensité de la pesanteur petit g, le vecteur champ de pesanteur. Donc du coup, on peut en conclure que la masse fois l'accélération est égale à la masse fois l'intensité de la pesanteur petit g en vecteur. Les deux masses ici se simplifient pour donner l'accélération de l'objet, c'est l'intensité de la pesanteur, le champ de pesanteur, en vecteur, en mètres seconde moins 2. Donc ça, en fait, on l'a déjà vu, on le sait déjà, notamment quand on a fait le TP, on a dû voir justement tout à la fin du TP, quand on a exprimé le vecteur accélération avec AX et AY, on retrouve en fait exactement la même chose, l'accélération, quand on considère que les frottements de l'air et la poussée d'Archimède sont négligeables, l'accélération d'un objet lancé dans le champ de pesanteur uniforme, et en fait c'est tout simplement le champ de pesanteur uniforme. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir déterminer maintenant la vitesse et la position de notre objet, puisque finalement on va travailler dans le sens un peu inverse par rapport à tout le travail qui avait été fait précédemment. Dans le cours précédemment, on vous a dit, au niveau des définitions, que à partir de la position d'un objet x et y, on va pouvoir retrouver sa vitesse par dérivation, puis ensuite à partir du vecteur vitesse, on va pouvoir retrouver le vecteur accélération, là aussi en faisant une dérivée. En réalité ici, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Nous, on connaît l'accélération, on cherche la vitesse, puis ensuite on cherche la position. Donc on doit travailler dans le sens inverse. Comment on va faire? On va faire ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Les équations horaires du mouvement, on vous dit ici, l'idée, ça va être de déterminer, à partir du vecteur accélération, les deux coordonnées AX et AY. À partir de ce vecteur accélération et de ses coordonnées, retrouver ensuite Vx et Vy en fonction du temps, qui sont les coordonnées de la vitesse. Et puis une fois qu'on aura déterminé Vx et Vy, on retrouvera x de t et y de t, qui sont les coordonnées du point M en fonction du temps, à chaque instant. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les équations horaires. Une fois qu'on aura déterminé ça, on aura encore une dernière étape à faire, qui est de détermination de l'équation cartésienne. Comment sont déterminées en fait ces différentes équations et ces différentes coordonnées? En fait, on va repartir du principe fondamental de la dynamique, qui est ici, et de cette relation qu'on vient de mettre en évidence. L'objectif, ça va être derrière, du coup, de retrouver, en fait, d'abord, les coordonnées. Pour ça, on va devoir faire de la projection. On est, en fait, dans un exemple. Ici, l'objet de masse m lancé dans le champ de pesanteur uniforme a une hauteur h, un angle alpha avec l'horizontale et une vitesse initiale v0. Ça, c'est ce qu'on va appeler, en fait, les conditions initiales. Et ces conditions initiales, on vous en parle ici dans l'énoncé, en fait, elles vont être importantes. Il faut même déjà les déterminer dès le départ, puisque sans ces conditions initiales, on ne pourra pas faire ce travail d'analyse mécanique. Les conditions initiales, soit elles sont données dans l'énoncé, ce qui est le cas ici, hauteur h, angle alpha, vitesse initiale v0, soit en fait c'est par l'étude de l'énoncé que vous allez devoir vous-même les retrouver. Alors pour pouvoir bien exprimer les conditions initiales de notre étude, l'idéal c'est de faire comme je viens de le faire ici, un petit schéma pour représenter ces conditions initiales. Donc qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous dit l'objet de masse m est lancé dans le champ de pesanteur uniforme, que j'ai représenté ici, petit g, à une hauteur h, ici, d'accord, par rapport à l'origine du repère, avec un angle alpha par rapport à l'horizontale, et à une vitesse initiale, v0, c'est le vecteur que j'ai représenté ici en rouge. Donc ça, c'est les conditions initiales. Il faut que maintenant j'exprime ça d'après en fait les coordonnées, c'est-à-dire que à partir de ça, je dois donner x de t et y de t quand t est égal à 0, c'est-à-dire quand mon point est ici, et je vais même pouvoir donner vx et vy à t égale 0. Puisque ici, l'idée c'est donc de donner ces conditions pour la position, alors c'est les conditions initiales, et ça il vaut mieux le faire dès le début de l'étude. Une fois que vous avez fait toute la première partie et que vous avez exprimé votre vecteur accélération,
Avant d'aller plus loin, et c'est même faisable avant d'exprimer le principe fondamental de la dynamique, vous pouvez déjà donner les conditions initiales. Les conditions initiales, et en fait on en a deux à donner, la position de notre objet et sa vitesse. La position, c'est le vecteur OM à t égale 0. On va l'exprimer justement cette coordonnée-là. Quelles sont les coordonnées de ce point? Quand t égale 0, et en fait on va avoir x0 et y0. x0, c'est 0, puisqu'on est ici sur l'axe des abscisses à l'origine du repère. Par contre, y0, sur l'axe des ordonnées, on n'est pas à 0, on est à une altitude grand H. Donc voilà en fait les conditions initiales pour la position de notre objet quand t est égal à 0, au tout début du mouvement. On fait la même chose pour la vitesse. La vitesse de notre objet à l'instant t égale 0. On la connaît, c'est ce vecteur-là. Sauf que ce vecteur-là, il va falloir l'exprimer en deux coordonnées qu'on va appeler v0x et v0y. La projection de ce vecteur sur l'axe. C'est-à-dire, ici, on va aller projeter ce vecteur sur les deux axes. Et en fait, on va faire tout simplement un petit peu de trigonométrie. v0x, il est là. C'est cette longueur-là. v0y, il est là. C'est cette distance-là. Moi, je vais utiliser tout simplement le triangle rectangle, d'accord, avec l'angle alpha. Quand on regarde un petit peu et qu'on fait un peu de trigonométrie, on sait que ici, pour aller chercher v0x, on est sur le côté adjacent par rapport à l'hypoténuse. Et ça, c'est lié au cosinus. Cosinus alpha, c'est le côté adjacent v0x sur l'hypoténuse, c'est-à-dire la norme du vecteur v0, qui nous serait donnée dans l'énoncé. On vous dirait, par exemple, dans l'énoncé, la vitesse initiale est de 5 mètres par seconde. C'est la norme de ce vecteur. Sauf que moi, je projette sur l'axe OX. Donc, je vais chercher juste la norme de cette partie-là. Donc ici, je peux dire que v0x, ici, avec un petit produit en croix, c'est v0 fois le cosinus de l'angle alpha. Je fais pareil maintenant pour v0y. v0y, en fait, je vais chercher cette distance-là, cette longueur-là, pour ce segment-là, ici. D'accord. Et en fait, ici, on est sur le côté opposé par rapport à l'hypoténuse, c'est le sinus. Sinus de l'angle alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire v0y sur l'hypoténuse v0. Donc j'en déduis v0y vaut v0 fois le sinus de l'angle alpha. Voilà, j'ai terminé en fait. J'ai exprimé les conditions initiales de mon mouvement. Je sais qu'à l'instant initial, à t égale 0, quand l'objet est lancé dans le champ de pesanteur uniforme, il était à cette position-là, x égale 0, y égale h, et puis il avait une vitesse, un vecteur vitesse v0 qui valait vx qui vaut v0 fois cos alpha et v0y qui vaut v0 sinus alpha. J'ai exprimé les conditions initiales, je vais maintenant pouvoir travailler dans mon principe fondamental de la dynamique, revenir là-dessus pour exprimer maintenant la vitesse en tout point à chaque instant. C'est-à-dire, ça c'est la vitesse, mais seulement quand t égale 0. Moi maintenant je cherche le vecteur vitesse à n'importe quel instant. Ici sur le schéma, on sait que l'objet va être lancé, mais ensuite va monter à une certaine altitude pour ensuite redescendre. Donc ce vecteur vitesse va être modifié. Sa trajectoire, sa direction va être modifiée, et sa norme également va être modifiée. Et c'est ce qu'on va chercher, donner en fait ce vecteur vitesse à chaque instant. Pour ça, on repart donc de cette équation, et on va pouvoir faire donc l'étude mécanique. Juste la renoter, cette équation. Petit canard, bouge pas, reste là. Donc, étude mécanique. D'après le principe fondamental de la dynamique, on sait que à chaque instant, l'accélération en fonction du temps, c'est une constante, c'est un vecteur constant, c'est g. On va partir de ça pour retrouver la vitesse. Donc déjà, la première chose à faire, ça va être d'exprimer ce vecteur selon ses deux coordonnées, ax et ay. Le vecteur a en fonction du temps,
c'est donc deux coordonnées, AX en fonction du temps et AY en fonction du temps. Et quand on regarde sur le schéma qui est ici, hein, l'accélération, on a dit c'est petit g. Petit g, on remarque que selon l'axe OX, il est perpendiculaire, il est orthogonal à notre axe des abscisses, donc ça veut dire que sa coordonnée sur cet axe, c'est 0. Pour la coordonnée verticale, AY, eh ben en fait on est sur la norme du vecteur g. Par contre, il va falloir faire attention, hein, l'axe OY est vers le haut. Par contre, mon vecteur g, lui, est vers le bas. Donc en fait, je vais mettre moins g. La norme de g ici, hein, c'est-à-dire 9,81 mètres seconde moins 2 si on est sur Terre. Par contre, le signe moins ici hein, nous montre bien qu'on est vers le bas, alors que l'axe OY, lui, est vers le haut. Et ça, c'est vraiment important de ne pas se tromper au niveau du sens de notre vecteur. Donc l'accélération, c'est une constante, toujours égale à 0 selon l'axe OX, toujours égale à moins g selon l'axe OY. Comment ensuite, à partir de ça, on retrouve la vitesse? Eh bien en fait, on va repartir de la définition qu'on connaît. C'est-à-dire que nous, dans le cours, on a vu que le lien entre la vitesse, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, c'était la dérivée. Une fois qu'on connaît le vecteur vitesse, pour retrouver le vecteur accélération, on dérive. Rappelez-vous, hein, dans le cours, on avait dit l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Sauf que moi, c'est pas ça que je veux faire. Je la connais pas, cette vitesse. C'est ce que je cherche. Par contre, l'accélération, je connais. Du coup, nous, on va faire le travail inverse. Et le travail inverse de la dérivée, c'est tout simplement la primitive. Donc en fait, on va prendre ces deux équations, qui sont des équations en fonction du temps. Ce sont deux constantes, mais il ne faut pas oublier que derrière, en fait, on peut mettre ça sous forme d'équation. En fait, on va aller chercher la primitive de ces deux fonctions. Donc par exemple, le vecteur vitesse en fonction du temps, ça sera quoi? Ça sera deux coordonnées. Une coordonnée Vx en fonction du temps et une coordonnée Vy en fonction du temps. Comment on va les exprimer? Bon, on l'a dit, hein, on va faire la primitive de ces deux coordonnées-là. On commence avec Vx, la coordonnée horizontale du vecteur vitesse. Je prends ici mon équation d'accélération que je vais primitiver. C'est une constante. Et comme vous l'avez vu en mathématiques, eh ben en fait, la primitive de 0, la primitive de 0, c'est une constante, justement, que je vais noter grand A, je ne la connais pas. C'est une constante, rappelez-vous, hein, si je prends ici la vitesse et que je dérive par rapport au temps, bah, la dérivée d'une constante, c'est 0. Dérivée d'une constante est égale à 0. Donc du coup, c'est bien ce que j'ai ici. Cette constante, comment je vais la connaître? Eh ben, c'est justement grâce aux conditions initiales. Les CI, hein, les conditions initiales. Donc je vais être capable d'exprimer cette constante grâce aux conditions initiales qu'on a données tout à l'heure. Elles sont ici, je vais les garder de côté pour l'instant. Ensuite, Vy de t, comment on va l'exprimer? Bah pareil, on fait la primitive de l'accélération AY. L'accélération AY, c'était une constante non nulle. Et comme vous l'avez vu en mathématiques, la primitive d'une constante non nulle, bah en fait, c'est une forme d'équation linéaire, c'est-à-dire affine, pardon, c'est-à-dire sous la forme ax plus b. D'accord? Si je prends cette équation-là et que je la dérive, si je dérive ax plus b, bah, j'obtiens a, une constante. Donc moi ici, je vais pouvoir exprimer Vy de t en remplaçant tout simplement les différents paramètres. Ici, petit a, en fait, ça correspond à moins g, fois la variable, alors nous, c'est pas x, hein, c'est le temps, ce que je dérive par rapport au temps, plus une constante, b, que je ne connais pas, mais par contre que je vais pouvoir définir. C'est une constante, comme tout à l'heure, qui va être définie par les conditions initiales. Donc en fait, j'ai ces deux équations, Vx de t qui vaut une constante grand A, qu'on va devoir définir, Vy de t qui vaut moins g fois t, plus une constante b qu'on devra définir. Je rappelle, hein, si je prends ça et que je dérive par rapport à t, une constante qu'on dérive, ça fait 0. Celle-ci, si je dérive cette fonction affine
en fonction du temps, et bien en fait, le résultat, ça sera bien moins g. J'ai juste maintenant à exprimer ces deux-là. D'après les conditions initiales, on sait que V0x, il est là, hein, c'est V0 fois cos alpha. Ben moi, je vais prendre cette équation-là. Quand t égale 0, cette équation vaut quoi? Ben ça vaut grand A. Ben ça y est, j'ai trouvé en fait la valeur de grand A. Grand A est égal à quoi? Grand A est égal à V0 fois cos alpha. C'est ma constante que je cherchais. Vy de t, ici, quand t égale 0, c'est quoi? Eh ben, je l'avais donné tout à l'heure. C'est V0 fois le sinus de l'angle alpha. Et quand je regarde mon équation que j'ai définie tout à l'heure ici, quand t égale 0, eh ben en fait, la constante, moi je l'avais appelée grand B. Ça y est, j'ai exprimé ma constante grand B, je la connais, c'est en fait V0 fois sinus alpha. Donc là, vous voyez l'intérêt vraiment de définir les conditions initiales avant de faire ce travail. C'est ce qui permet d'exprimer toutes ces constantes qui apparaissent lorsqu'on fait des primitives. Quand on primitive une équation, on doit faire apparaître obligatoirement des constantes. Ces constantes vont être définies par les conditions initiales. Donc là, je vais pouvoir remplacer dans mes deux équations, et donner les équations de la vitesse en fonction du temps. À chaque instant t, on sait que la coordonnée horizontale Vx, ça sera V0 fois cos alpha, que je vais pouvoir exprimer, parce qu'après dans l'énoncé, la valeur V0 vous sera donnée, on vous dira voilà, 5 ou 10 mètres par seconde. L'angle alpha, en général, il est également donné, on va vous dire 10, 20, 30 degrés, etc., etc. Ou alors ça sera à définir différemment. Vy de t, eh ben, on est sur une équation un peu plus complexe, puisqu'on est sur une équation de fonction affine, c'est-à-dire moins g fois t, plus la constante que j'ai exprimée, V0 fois sinus alpha. Je vais mettre tout ça entre parenthèses ici pour bien montrer que ça et ça c'est une constante. Moins g fois t plus cette constante ici, qui est en fait définie par les conditions initiales. Voici donc les deux équations des coordonnées du vecteur vitesse en fonction du temps. C'est-à-dire que maintenant, à chaque instant, je suis capable de dire quelle est la vitesse de mon objet. Quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse au bout de 2 secondes de mouvement? Ben, je vais juste remplacer ici t par 2 secondes et je pourrai faire mon calcul. Là, ici, de toute façon, ça sera toujours le même résultat puisque c'est une constante. Ça nous donne donc les coordonnées du vecteur vitesse qui va changer donc à chaque instant, hein, un rappel, pour suivre la trajectoire de notre mouvement. On n'a pas terminé notre travail puisque maintenant, on connaît les coordonnées du vecteur accélération qui ont été données par le principe fondamental de la dynamique. On connaît maintenant les équations du vecteur vitesse pour avoir ces deux coordonnées par primitive de l'accélération. On cherche maintenant les coordonnées du point M, c'est-à-dire x en fonction du temps et y en fonction du temps. Quel est le travail qui va être fait? Ben, c'est simple, hein. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. On sait que le lien entre le vecteur OM, c'est-à-dire la position de mon point en fonction du temps, et sa vitesse, on avait vu que pour trouver la vitesse, il fallait dériver. On fait la dérivée du vecteur OM. Hein. Dans le cours, on a mis que la dérivée en fonction du temps du vecteur OM, c'est la vitesse. Le vecteur vitesse, tout ça en fonction du temps. Et ben nous, ce qu'on va chercher à faire, comme on connaît la vitesse, on va faire l'inverse, comme tout à l'heure, on va faire la primitive. Concrètement, ça veut dire quoi? Le vecteur OM, en fonction du temps, c'est donc deux coordonnées, une coordonnée qui sera x en fonction du temps, une coordonnée qui sera y en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on va les donner la position du point à chaque instant sur sa trajectoire. Comment on fait? Bah, comme tout à l'heure, on fait la primitive, on l'a dit. C'est-à-dire que je reprends cette équation ici, Vx de t, et je vais chercher sa primitive. Ça, c'est une constante. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la primitive d'une constante, c'est une fonction affine de forme ax plus b. Cette fonction affine, on rappelle, hein, si je la dérive, je vais trouver une constante qui est ici. Donc nous, on va pouvoir exprimer cette fonction-là en donnant, en fait, petit a ici, c'est ma constante qui est là, V0 fois cos alpha, fois x, sauf qu'ici, c'est pas x, hein, la variable que je suis en train d'utiliser pour ma dérivée, ma primitive, c'est le temps, plus une constante
petit b, que je ne connais pas. Alors je vais utiliser la lettre grand C majuscule, puisque j'ai déjà utilisé lettre A et lettre B précédemment, pour ne pas les confondre, hein. C'est des constantes qui sont complètement différentes. On est sur une constante. Quand on fait une primitive d'une fonction, on doit toujours faire intervenir une constante. Cette constante qui va disparaître quand on va faire la dérivée, hein, je rappelle, cette équation qui est ici, si je la dérive par rapport à t, ça disparaît, le temps il disparaît, il nous reste juste cette constante. Donc celle-ci, on doit la garder, par contre on sait qu'elle sera définie par les conditions initiales. Un peu plus compliqué, y de t. Y de t, en fait, elle va être définie par la primitive de cette fonction, qui est déjà une fonction affine, sous la forme ax plus b. Donc nous, on va aller chercher la primitive de ça. La primitive, en fait, d'une fonction affine, c'est sous la forme 1/2 de ax carré plus bx plus c. D'accord ? Je rappelle, si vous prenez cette fonction-là, qui est en fait une fonction polynomiale du deuxième degré, et bien vous allez obtenir 2 fois 1/2 fois a fois x plus b. D'accord ? Et ici, cela qui s'élimine. Et donc on obtient bien la fonction affine qui nous intéresse, qui est obtenue ici. Donc nous, on va aller chercher ça. On prend cette fonction qu'on primitive. Ça donne quoi? Je vais l'écrire un peu en dessous pour qu'on voit bien. Y de t égale 1/2 fois petit a ici. En fait, c'est quoi? C'est ce coefficient, moins g. Donc le moins, je vais le mettre devant. Petit g. Fois t au carré. On rappelle, hein, c'est pas x ici que j'utilise, moi c'est le temps. Plus, ici, petit b, dans mon équation ici mathématique, en réalité, moi c'est cette constante V0 sinus alpha. Fois la constante petit t, plus, toujours pareil, hein, petit c ici, c'est-à-dire une dernière constante, grand D, qu'on ne connaît pas, mais qui sera définie par les CI, les conditions initiales. Voilà, en fait, l'équation horaire de la position Y, c'est-à-dire la position verticale de notre objet. Il nous reste juste donc à définir ces deux constantes, grand C et grand D, par rapport aux conditions initiales. On fait exactement de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire ici, hein, quand t égale 0, on sait que x, quand t égale 0, c'est la valeur x0 qu'on avait définie précédemment. Elles sont là, hein, les conditions initiales. Position x0, on avait dit c'est 0. L'objet ici est à la verticale de l'origine du repère. Donc on sait que x0 vaut 0. Sauf que, quand je prends cette équation, v0 fois cos alpha fois t plus c, quand t égale 0, bah, ça vaut grand C. Donc en fait, j'ai trouvé la valeur de cette constante grand C. Elle vaut 0. Je vais pouvoir m'en débarrasser en fait dans mon équation. Je fais la même chose avec y. Y à t égale 0, c'est y0 que j'avais défini dans les conditions initiales. Et dans les conditions initiales, on avait dit y0 valait h. L'objet, à l'instant initial, il est à une altitude grand h par rapport à l'origine. Je connais cette altitude, grand h. Et quand je l'exprime t égale 0, donc ça je m'en débarrasse. Ici, t égale 0, donc je m'en débarrasse aussi. Il me reste juste cette constante grand D que je cherchais. Ben, ça y est, je l'ai trouvée. En fait, cette constante grand D, elle vaut h. Ça, c'est la position, le vecteur OM quand t égale 0. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre l'équation horaire, hein, ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Horaire, ça signifie dépendant du temps. Équation horaire du mouvement. Le vecteur OM, la position du point M à chaque instant, c'est deux coordonnées. Une coordonnée horizontale x de t, qui va donc valoir V0 cos alpha fois t, plus une constante c, mais on a dit qu'il fallait 0. Donc en fait, ça s'arrête là. Voilà en fait l'équation horaire de x de t. Ensuite, on va avoir y de t. Ça sera cette équation-là, moins 1/2 g fois t carré, plus V0 sinus alpha fois t, hein, ici je mets entre parenthèses de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible,
plus la constante d ici qu'on avait fait apparaître en faisant la primitive, et on a dit tout à l'heure que cette constante d valait l'altitude de départ grand H. Voilà les équations horaires du mouvement de notre objet dans le champ de pesanteur uniforme quand il était dans les conditions initiales qui nous ont été imposées dans l'énoncé. Ce travail-là, vous devez être capable maintenant de le faire en fait, quelle que soit la situation, c'est-à-dire si on change la valeur de l'angle alpha, si on change la valeur de l'altitude, on doit être capable de donner ces équations dans n'importe quelle situation. On est aussi, il ne faut pas l'oublier, dans un cas assez simple, c'est-à-dire quand l'objet n'est soumis qu'à son propre poids. Si jamais vous faites intervenir de nouvelles forces, les frottements de l'air, une réaction du support, si votre objet est en train de tomber, mais en étant posé sur un support, toutes ces forces-là vont intervenir dans votre principe fondamental de la dynamique, et donc vont influencer dès le départ votre vecteur accélération, ce qui du coup va influencer tout le reste du travail. Maintenant que nous avons défini les équations horaires du mouvement, on va pouvoir utiliser ces deux équations pour faire la dernière étape de notre travail, c'est-à-dire définir l'équation cartésienne du mouvement. Les équations horaires, c'est au pluriel parce qu'il y en a deux, c'est x de t et y de t. On peut même intégrer vx, vy, ax et ay comme également des équations horaires, puisqu'elles dépendent du temps. Par contre, l'équation cartésienne, on met bien ça au singulier, parce qu'en fait, l'équation cartésienne, il n'y en a qu'une, c'est y en fonction de x, c'est-à-dire qu'on va avoir une équation y égale, avec derrière ici une équation qui sera dépendante de x. Comment on fait? On vous l'explique ici dans le cours, vous allez voir qu'en fait, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est d'arriver là. Une fois que vous avez les équations horaires du mouvement, le plus dur a été fait. L'équation cartésienne, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est de reprendre la fonction x du temps, x de t, d'accord? Sauf qu'on va aller isoler t. On va exprimer t en fonction de x. Donc ici, on sait que x, alors je vais enlever le t entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas de confusion, mais on n'oublie pas que c'est une fonction du temps. On avait dit tout à l'heure, c'était v0 cosinus alpha fois t. Donc, moi, je vais isoler le temps. Et je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Hop. Et si on isole t, on obtient x divisé par v0 cosinus alpha. Voilà, ça c'est la première étape. Vous voyez qu'il n'y a normalement rien de très compliqué, en tout cas parce que cette équation est assez simple. Ça pourrait être une équation beaucoup plus compliquée, ça arrive de temps en temps. Donc là, il y a un peu plus de travail à faire. On isole t, et ensuite, ça, on va aller l'intégrer dans cette équation. C'est-à-dire que vous avez les y qui a été donné en fonction du temps, mais nous, on veut remplacer t par cette équation-là, pour faire apparaître x dans cette équation. Donc on va reprendre l'équation qui est ici, en remplaçant t par son expression. On sait que y en fonction du temps, c'est moins 1/2 petit g fois t au carré plus v0 sinus alpha fois t plus la constante h. Moi, je vais remplacer t par son expression, c'est-à-dire x sur v0 cos alpha. Donc là, je vais obtenir y en fonction de x, on n'est plus sur y en fonction du temps, on est sur y en fonction de x, qui va valoir moins 1/2 g, et là j'ai t au carré, c'est-à-dire en fait, je vais remplacer t par x au carré sur v0 au carré cosinus carré alpha. C'est cette expression-là que je mets au carré, donc le carré en haut, le carré sur v0, le carré sur le cosinus. Plus, j'ai toujours v0 sinus alpha, fois t, je remplace x sur v0 cosinus alpha. Et j'oublie pas ma constante h qui est toujours présente et qui est importante. On va essayer de simplifier un petit peu tout ce travail, mais l'essentiel a déjà été fait, on a quasiment terminé. L'équation cartésienne y en fonction du temps, en fonction de x, pardon, ça va être moins g sur 2 fois v0 carré fois cos carré alpha fois x carré. Tout ça, c'est une constante qui va être définie par les conditions initiales. Petit g, on est dans le champ de pesanteur. V0 va vous être donné dans l'énoncé. Alpha va vous être donné dans l'énoncé. Plus, alors là, on va essayer de simplifier. V0 sinus alpha
divisé par V0 cosinus alpha fois x plus h. Et je vais terminer ici en écrivant définitivement l'équation cartésienne, puisqu'ici, V0 et V0 s'éliminent. Et puis, en mathématiques, si vous connaissez un petit peu votre trigonométrie, vous savez que sinus divisé par le cosinus, c'est en fait la tangente de l'angle alpha. D'accord? Ici, sinus divisé par le cosinus, c'est tangente. Donc du coup, je remplace, ça ne change pas, moins g sur 2V0 carré cos carré alpha fois x carré, plus tangente alpha fois x, mettre des parenthèses pour qu'on ne confonde pas, plus h. Voilà l'équation cartésienne de mon mouvement. Et si vous regardez attentivement cette équation cartésienne, eh ben en fait c'est exactement la même qu'on vous donne dans le livre pour le TP justement sur le mouvement dans le champ de pesanteur, avec comme simple différence que ce coefficient grand H ici vaut 0, puisque nous, dans le travail que l'on a fait avec Avimeka, on avait placé notre repère et son origine directement sur la balle au début du lancement. Donc du coup, le coefficient H, ici, l'altitude valait 0. Mais par contre, on retrouve exactement la même équation. Et c'était grâce à cette équation, justement, qu'avec Avimeka, on avait retrouvé la valeur de V0 et de l'angle alpha. Là, ici, par exemple, dans ce travail, on ferait l'inverse. On vous donnerait l'angle alpha et la valeur de V0 pour ensuite redéterminer, du coup, la position Y en fonction de X à chaque instant. Les applications donc de tout le travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'abord définir les équations horaires du mouvement, puis ensuite définir son équation cartésienne, c'est le TP qu'on a donc vu sur Avimeka et les quelques exercices que vous avez ici, que je vous conseille de faire sans attendre la correction. Alors par exemple, vous avez dans votre cours ici, si vous regardez attentivement, un lien sur ici animation, dans la page 2, vous cliquez dessus sur le fichier PDF que je vous ai donné, et vous allez arriver donc sur ce document-là, où en fait justement l'idée c'est de comprendre un petit peu tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire par rapport aux équations horaires. L'équation horaire ici a été rentrée dans le logiciel. En changeant les différents paramètres, vous avez ici la hauteur initiale, donc notre grand H de notre équation, la vitesse initiale V0, l'angle d'inclinaison alpha. Ça nous donne en fait le mouvement de notre objet. On est bien sur un mouvement parabolique, puisque l'équation qu'on a obtenue pour l'équation cartésienne Y en fonction de X, c'est une équation parabolique du deuxième ordre, du second degré. Et donc ici, on voit l'objet qui va donc parcourir une certaine distance en montant, puis ensuite en redescendant un peu plus tard. L'idée, c'est en modifiant donc ces différents paramètres, on peut modifier du coup la trajectoire de l'objet, et ça, c'est défini par les équations qu'on a pu voir dans le cours et qu'on vient de démontrer. En changeant n'importe quel paramètre, on modifie complètement notre équation. De regarder par exemple, voilà, hop, au bout de 0,2 secondes à peu près, à quel endroit est placé notre objet. Et bien du coup, vous avez ces coordonnées X et Y que l'on peut retrouver grâce à nos équations qu'on a démontrées tout à l'heure, ou qu'on peut retrouver aussi par rapport à son équation cartésienne. Avec le logiciel, ici au passage, vous pouvez faire apparaître le vecteur vitesse ou le vecteur accélération avec, vous voyez à chaque fois, les coordonnées Vx et Vy. Donc là, on voit bien le vecteur vitesse qui a en fait Vx toujours constant, puisqu'en fait, on avait donné que c'était V0 cos alpha fois t, donc une fonction linéaire. Par contre, ici, Vy, on voit que c'est une valeur qui change constamment, et qui donc nous donne un vecteur qui est modifié en fonction du temps. Par contre, au niveau de l'accélération, elle est toujours constante et elle est bien dirigée vers le bas, verticale, puisqu'en fait, ce vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur petit g, avec toujours la même valeur qui a été définie ici, puisqu'on est sur Terre. Pareil, si vous voulez regarder ce qui se passe sur Mars, il suffit simplement de changer la valeur en mettant celle de l'accélération de la pesanteur sur Mars ou sur n'importe quelle autre planète, si ça vous intéresse. Alors, la deuxième partie de notre chapitre consiste à faire exactement le même travail que ce qu'on a fait tout à l'heure pour le champ de pesanteur uniforme, sauf que là, en fait, on va travailler dans le champ électrostatique. Le champ électrostatique, c'est-à-dire une particule chargée, positive ou négative, qui va se déplacer donc dans un champ électrostatique uniforme. Nous, on va toujours travailler en terminale sur les mouvements qui sont plans,
Et vous avez ici par exemple la schématisation de l'expérience avec la particule qui va être placée ici à l'origine du repère à l'instant t égale 0. On est donc en fait entre deux plaques chargées électriquement, avec un champ électrique, je rappelle, hein, qui sera toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc le champ E, il est comme ça. Cette particule, eh bien, en fait, sa trajectoire va être parabolique. Par contre, cette parabole va être soit vers le haut, soit vers le bas, et ça va dépendre de la charge électrique. Est-ce que cette charge est positive ou est-ce que cette charge est négative? Alors, pour bien avoir conscience de ça, vous pouvez aller sur l'animation qui est ici, en cliquant sur le fichier PDF que je vous ai donné, ou avec les liens que vous allez retrouver juste en dessous de la vidéo. D'accord? Et donc, vous allez arriver sur cette activité qui est ici, où en fait on va pouvoir représenter justement le mouvement de la particule dans le champ électrique. Alors, je me suis bien placé ici par rapport à mon étude sur un champ avec l'axe X qui va vers la droite et l'axe Z, puisqu'ici l'axe vertical pour eux c'est l'axe Z vers le haut. Puisque le champ électrique, vous voyez qu'il est ici donné par rapport à l'axe Z. C'est pour ça que j'ai dû choisir ici la coordonnée Z. Le champ électrique pour moi, je le veux par rapport au schéma que j'ai fait sur mon poly tout à l'heure, vers le bas. C'est pour ça qu'ici j'ai donné une valeur négative pour le champ. Vous voyez que le champ électrique est bien vers le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il me manque à représenter ici sur l'activité? C'est la charge de la particule. Donc là, par exemple, je vais lui donner une charge positive de plus E. C'est par exemple un proton qui fait de charge électrique plus E. Je vais lui donner une vitesse initiale V0 selon l'axe OX. Donc ici, une vitesse horizontale. D'accord, le vecteur V0 est affiché ici. Et quand on lance l'application, on voit bien en fait que la particule va parcourir un mouvement parabolique, sa trajectoire est parabolique, d'accord, et dans le sens de E, puisqu'en fait ici on est sur une particule qui est de charge électrique positive. Et je rappelle, hein, comme vous l'avez déjà vu précédemment, que les charges électriques s'attirent entre elles. Donc notre proton de charge positive est attiré vers la plaque négative, vers la plaque moins de notre activité, qui était bien vers le bas. Ici, elle n'est pas représentée sur l'application, mais elle est représentée sur notre poly. Par contre, si je change la charge électrique et que je mets à la place d'un proton un électron qui est de charge moins E, ici, si je relance mon application, on voit que cette fois-ci, hein, la particule va aller dans l'autre sens, vers le haut, vers la plaque positive, mais toujours avec cette trajectoire parabolique. Les deux paraboles qui se ressemblent, hein, c'est juste symétrique l'une par rapport à l'autre. Et ça va dépendre simplement de la charge électrique. Donc ça, il va falloir en tenir compte dans notre travail sur justement la détermination des équations horaires du mouvement et de l'équation cartésienne. On va donc pouvoir reprendre l'étude mécanique exactement de la même façon que tout à l'heure. Alors je reviens juste rapidement sur ce schéma, hein, avec la plaque qui est chargée négativement, la plaque qui est chargée positivement. Ça, c'est en général assez facile à représenter parce que vous allez avoir par exemple soit une valeur égale à 0, une valeur égale à 0 volts ici, et une valeur supérieure à 0 volts, par exemple de 10 volts. Vous pouvez aussi avoir une valeur qui est négative, par exemple moins 10, plus 10. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi avoir deux valeurs qui sont toutes les deux positives ou toutes les deux négatives. Ce qui est important, c'est que ici, celle qu'on considérera comme étant chargée positivement est une amplitude plus grande, ici en tension en volts, hein, que celle du bas. Donc par exemple, on pourrait très bien avoir ici 100 volts pour la plaque chargée négativement et 200 volts pour celle qu'on considérera comme chargée positivement. On a bien hein, celle-ci qui a une tension plus élevée que celle-là, même si les deux valeurs sont positives. Alors notre étude mécanique, eh ben, en fait on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire définir le système. Donc on est ici sur une particule de masse m et de charge Q. Alors cette charge peut être positive ou négative. Justement, hein, ça sera à la fin de notre travail, on considérera est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative. Pour l'instant, on la note juste Q, sans préciser de quel signe. Le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Le repère d'étude, c'est le repère orthonormé que j'ai représenté juste au-dessus, OX, OY. Avec l'axe OX qui est horizontal et l'axe OY qui est donc vertical. Sur l'activité tout à l'heure, sur l'application sur l'ordi, c'était Z ici. Mais nous, on va garder les notations qu'on a à l'habitude.
Le bilan des forces extérieures, vous voyez qu'il y a 4 forces dont on va parler. La force ici qui va être prépondérante, c'est la force électrique, qu'on note en général FE, et qui, je rappelle, vaut la charge Q fois le champ électrique E. Cette charge peut être là aussi positive ou négative, hein, ça dépendra de l'étude et de la particule qu'on est en train de faire. Puis ensuite, les 3 forces habituelles, le poids, les frottements et la poussée d'Archimède. En sachant que ces 3 forces-là, eh ben, en fait, elles sont toutes les 3 négligeables. Ici, c'est vraiment la force électrique qui va l'emporter. Alors, pour les frottements et la poussée d'Archimède, ça semble assez évident. Pour le poids, eh ben là, je vous laisserai aller voir dans les exercices justement d'application de ce cours, hein, et même du chapitre précédent, où on montre bien que quand on regarde le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique, le poids de la particule est vraiment négligeable par rapport à la force électrique. Donc on va pouvoir refaire exactement la même étude que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec cette force-là. Le principe fondamental de la dynamique appliqué au système, somme vectorielle des forces extérieures vaut masse fois accélération, puisque la masse est constante. On remplace. La seule force dont je dispose ici, c'est la force électrique FE, qui vaut Q fois le vecteur E, qui est le champ électrique. Et ça vaut la masse fois l'accélération. Conclusion, le vecteur accélération vaut Q divisé par M fois E. Voilà l'expression en fait de mon vecteur accélération en fonction du temps, parce qu'on n'oublie pas que tout ça c'est ensuite en fonction du temps, mais en fait ça va être une constante. Cette charge, je rappelle, peut être positive ou négative. C'est justement ce qui va donner le vecteur accélération qui sera dans le même sens ou dans le sens opposé par rapport au champ électrique. Ça dépendra de cette charge, si elle est positive ou négative. Comme tout à l'heure, maintenant qu'on a exprimé le vecteur accélération, on va pouvoir exprimer les coordonnées de ce vecteur accélération, puis ensuite les coordonnées du vecteur vitesse en faisant la primitive. Et une fois qu'on aura les coordonnées du vecteur vitesse, on va pouvoir refaire une nouvelle primitive pour trouver les coordonnées du vecteur position. Alors, les coordonnées du vecteur accélération, on va pouvoir les faire tout de suite. Le vecteur accélération en fonction du temps, ça va donner quoi? Eh bien, c'est AX en fonction du temps, AY en fonction du temps. C'est donc, quand on regarde, hein, on vous dit, c'est par rapport à ce vecteur E ici, qui est le champ électrique. Alors c'est soit positif, soit négatif, ça dépendra ici de la charge, on va le garder. Ce qui est sûr, en fait, c'est que c'est bien orthogonal à l'axe OX. Conclusion, l'accélération selon OX, elle est nulle. L'accélération selon AY, eh ben, ça sera ici moins QM fois la norme du vecteur E. Le signe moins ici, il vient d'où? Il ne vient pas du tout du fait que la charge soit positive ou négative, hein, ça n'a rien à voir. Le signe moins, il vient du fait qu'on vient de projeter ce vecteur E sur l'axe OY, sauf que mon axe OY, je l'ai mis vers le haut. Le vecteur E, lui, est vers le bas. Donc c'est pour ça que je dois faire intervenir un signe moins. Si jamais ici, la charge électrique est positive, le signe moins devra être conservé. Si en revanche, on est sur une charge électrique qui est négative, dans le cas d'un électron par exemple, on aura donc 2 signes moins qui s'annuleront. Maintenant que j'ai défini les coordonnées du vecteur accélération en fonction du temps, pour cette particule, je vais pouvoir donner les équations horaires de mon mouvement. Comme tout à l'heure, hein, on va faire la primitive, c'est-à-dire pour la vitesse, en fonction du temps, deux coordonnées, Vx en fonction du temps, Vy en fonction du temps. Vx en fonction du temps, en fait, ça va être la primitive de 0. La primitive de 0, on a dit, c'est une constante A, qu'on ne connaît pas, mais qui va être définie par les conditions initiales. Qu'on verra tout à l'heure, parce qu'ici, j'ai oublié de le faire. Ensuite, Vy de t, on prend la primitive de cette équation ici, moins Q sur M fois E. C'est une constante, donc nous, on va obtenir une équation affine, une fonction affine,
moins QM fois E fois la variable t, plus une constante qu'on va devoir définir grâce aux conditions initiales. Alors, on va le faire maintenant, du coup, parce qu'on va en avoir besoin. Hein. Les conditions initiales. Et V0Y, c'est-à-dire quand t égale 0, quelles sont ces valeurs? Eh bien, en fait, on regarde ici hein, sur le schéma. Le vecteur V0, en fait, il est parfaitement horizontal. Hein, ça, c'est quasiment la totalité des exercices sur les champs électriques. On va avoir V0 qui sera à l'horizontale. Donc, en fait, la coordonnée selon l'axe OX, eh ben, c'est tout simplement la norme de V0. La coordonnée selon OY, ben, c'est 0. Puisqu'en fait, les deux ici sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Donc, vous voyez que les conditions initiales ici sont beaucoup plus simples que dans le cas tout à l'heure du champ de pesanteur, puisqu'on n'a pas d'angle alpha qui intervient. Ça va nous simplifier notre travail. J'en profite au passage, puisque je vais en avoir besoin juste après, pour définir également le vecteur position OM à l'instant t égale 0, c'est-à-dire les coordonnées x0 et y0. Quand t égale 0, la particule elle est placée à l'origine du repère. Là aussi, ça nous simplifie notre travail. Donc on peut dire que à l'origine t égale 0, x0 égale 0, y0 égale 0. Vous voyez que ça va être beaucoup plus simple pour ensuite donner les équations horaires du mouvement. Je vais pouvoir reprendre ici mon vecteur vitesse et donner ces deux coordonnées, Vx de t qui va donc être égal à 0, puisque ma constante ici A vaut 0. V0, pardon, qu'est-ce que je raconte? Hop. Voilà, quand on va trop vite et qu'on ne réfléchit pas. Tac. V0. À t égale 0, ma constante, c'est cette valeur-là. Vy, en fonction du temps à chaque instant, et ben en fait, on l'a dit, hein, c'est cette équation, moins Q sur M fois E fois la variable t, plus la constante qui valait 0. Celle-là, elle vaut 0, donc c'est bon, j'ai pas besoin de rajouter. Voilà l'équation horaire de la vitesse qui donne les coordonnées de mon vecteur vitesse à chaque instant. Quand t égale 0, mais également quand t est différent de 0. Une fois que j'ai ça, comme tout à l'heure, on fait la primitive de ces deux équations pour trouver le vecteur OM. Donc le vecteur OM, à chaque instant, la position x et y à chaque instant de ma particule, ça sera donc, ici je vais primitiver une constante. La primitive d'une constante, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est une fonction affine. Ça va donner V0 fois t plus une nouvelle constante que je vais noter grand C, qui sera définie par les CI. Et puis on va avoir ici pour Y, cette équation que je dois prendre en primitive. Donc je rappelle, quand on primitive ici une fonction affine, on obtient en fait une fonction parabolique du deuxième ordre, ce qui va donner moins 1 demi Q sur ME fois T carré, plus une constante ici, grand D que je ne connais pas. Vous voyez que ça simplifie. Le fait d'avoir ici la constante qui valait égale à 0, ça fait disparaître une autre partie de l'équation qui était plus compliquée dans le cas du champ de pesanteur. Il me reste à juste définir ces deux paramètres-là. Alors il vaut mieux le faire après. Vous faites les deux équations avec ces deux constantes qu'on va nommer A, B, C ou D, que vous voyez comme je l'ai utilisé là, ou alors des fois on va utiliser K1, K2, K3, mieux vaut l'écrire, et ensuite dire, grâce aux conditions initiales, on définit ces deux constantes, plutôt que de vouloir les donner directement dans l'équation. Si vous allez trop vite, il y a risque de se tromper. Et j'en connais quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui vont vouloir le faire. Donc voilà, prenez vraiment l'habitude de prendre le temps, on écrit complètement, on fait apparaître les constantes, et ensuite on explique que ces constantes sont définies par les conditions initiales. Ici on a dit, dans les conditions initiales, x0 vaut 0, y0 vaut 0, donc ça simplifie. D'après les conditions initiales, on a donc x de t qui vaut v0 fois t plus, quand t égale 0, j'ai cette constante, mais ça fait 0. Donc ça, je vais pouvoir m'en débarrasser.
y de t qui vaut tout ça, moins 1 demi q sur m e fois t carré, plus cette constante, mais quand t égale 0, hein, cette constante doit valoir 0. Donc ici, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà l'équation, en fait, y en fonction du temps. Et donc, voici les équations horaires du mouvement de la particule. Vous voyez que c'est des équations un peu plus simples que celles qu'on avait pour le champ de pesanteur. X de t qui vaut V0 fois t, Y de t qui vaut moins 1 demi Q sur M E fois t au carré. Là aussi, on n'oublie pas que ensuite, il faudra remplacer M par la masse, E par le champ électrique, et surtout la charge électrique Q de la particule qui peut être négative, ce qui fait que le signe moins ici disparaîtrait. Et c'est ce qui nous montre du coup que dans le cas où la particule est négative, le signe moins disparaît, et donc on aurait en fait une équation qui donnerait en fait une position Y qui serait croissante positive vers le haut. Et c'est bien ce qui se passe hein, ici sur le schéma. Si la particule est négative, elle va vers le haut puisqu'elle se rapproche de la plaque positive. En revanche, si votre particule est de charge positive, dans le cas d'un proton par exemple, le signe moins lui doit rester. Donc ça veut dire qu'ici la coordonnée Y est négative, donc on va rester en dessous de l'axe des abscisses. C'est bien ce qui se passe. Hein. Dans le cas d'une charge positive pour ma particule, elle va être attirée vers la plaque négative, donc elle va partir ici vers le bas. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'application sur l'ordi. Maintenant que j'ai défini les équations horaires de mon mouvement, son accélération, puis sa vitesse, puis sa position en fonction du temps à chaque instant, on va pouvoir faire la dernière étape, comme d'habitude, c'est définir l'équation cartésienne du mouvement. Toujours pareil, 2 étapes. La première étape, c'est reprendre l'équation x en fonction du temps, qui vaut ici V0 fois t, pour exprimer t en fonction de x. C'est facile, hein, ça fait x sur V0. J'espère que ça ne devrait pas poser normalement trop de problèmes. Deuxième étape, on reprend l'équation y en fonction du temps et on remplace t par son expression littérale que l'on vient de donner. On sait que y en fonction du temps, c'est moins 1 demi Q sur M fois E fois T au carré. Or, T vaut X sur V0, donc on remplace Y en fonction de X, cette fois-ci, on est bien sur l'équation cartésienne, T a disparu, ça sera moins 1 demi Q sur M fois E fois T au carré, c'est-à-dire X carré sur V0 carré. On essaye de réorganiser un petit peu tout ça pour mettre la constante d'un côté et x carré qui est isolé. Ça nous donne y en fonction de x qui vaut moins q fois e sur 2m v0 carré, le tout fois x carré. Et vous avez bien cette équation cartésienne du mouvement de la particule dans le champ électrique, qui est bien en fait l'équation d'une parabole, puisqu'on est en x carré, mais qui est, encore une fois, vous voyez, beaucoup plus simple que celle qu'on avait dans le cas du champ de pesanteur. Voilà, cette vidéo de ce cours se termine. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois, à vous arrêter régulièrement pour bien comprendre ce que j'ai pu faire. Et puis, je reste disponible si besoin pour répondre à toutes vos questions. On n'hésite pas à faire les exercices ici qui vous sont donnés dans le cas du champ électrique de manière bien sérieuse. Les corrections arriveront dans quelques jours. À bientôt!